Bonjour. Après avoir étudié le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à l'étude de polarisation, également appelée étude statique. Cette étude consiste à choisir les éléments externes au transistor bipolaire, tels que les résistances et les alimentations continues, de manière à ce que le transistor fonctionne à tout moment en régime linéaire. Pour rappel, en régime linéaire, le transistor n'est ni bloqué ni saturé, mais il se comporte comme un générateur de courant. Pour contrôler l'état du transistor en mode linéaire, il est nécessaire de fixer les grandeurs d'entrée et de sortie du transistor, à savoir IB, VBE, IC et VCE. Cela ne peut être réalisé qu'à l'aide des éléments du circuit qui entourent le transistor bipolaire, c'est-à-dire les résistances et les générateurs de tension continue. En se basant sur le réseau de caractéristiques du transistor bipolaire, et plus précisément sur la caractéristique de sortie IC en fonction de VCE. Nous pouvons définir l'état du transistor en fonction de la zone de fonctionnement. Ainsi, le transistor sera saturé si VCE est inférieur à VCE sat, il sera bloqué lorsque IC est proche de 0 ou lorsque VCE est proche de VCC. Il fonctionnera en régime linéaire si VCE est comprise entre VCE sat et VCC. La quatrième zone est appelée la zone de claquage et elle se produit lorsque VCE ou IC dépasse un certain seuil. On peut dire qu'en fonction du courant IB injecté dans la base, le régime de fonctionnement du transistor sera différent. Pour fixer donc la valeur du courant IB qui permet au transistor de fonctionner dans la zone linéaire, nous devons utiliser le circuit de polarisation. Ainsi, dans le circuit d'entrée, la loi de May nous permet d'écrire VBB égale à VBE plus RB/IB, ce qui donne IB égale à moins 1 sur RB fois VBE plus 1 sur RB VBB. Il s'agit de l'équation d'une droite appelée équation de la droite d'attaque. Pour tracer cette droite, nous avons besoin de deux points. Le plus simple est de choisir IB égale à 0, ce qui donne VBE égale à VBB, et on a le premier point 1. Puis de choisir VBE égale à 0 et on obtient IB égale à VBB sur RB. Et on a le deuxième point B. En reliant ces deux points, nous pouvons tracer la droite d'attaque. L'intersection de cette droite avec la courbe de la caractéristique d'entrée IB en fonction de VBE nous donne le point de fonctionnement du transistor de coordonnées IB0 et VBE0. On fait la même chose pour la maille de sortie. Nous avons VCC égale à VCE plus RC/IC, ce qui donne IC égale à moins 1 sur RC/VCE plus 1 sur RC/VCC. Cette équation est appelée l'équation de la droite de charge statique, que l'on peut tracer en choisissant ces deux points. Ainsi, l'intersection de cette droite avec la courbe de la caractéristique de sortie IC en fonction de VCE, pour la valeur de IB égale à IB0, nous donne le point de fonctionnement du transistor P de coordonnées IC0 et VCE0. Il faut à présent vérifier si le transistor fonctionne réellement en régime linéaire. Et si ce n'est pas le cas, comment ajuster les valeurs des résistances et des générateurs pour déplacer le point de fonctionnement vers la zone linéaire? Pour comprendre la démarche, revenons au réseau de caractéristiques du transistor bipolaire. Dans un premier temps, on trace la droite d'attaque pour déterminer le courant IB0, ce qui nous permet de tracer la caractéristique de sortie correspondante à cette valeur. Le changement des valeurs de RB et de VBB modifie la droite d'attaque, et par conséquent le courant IB0 ainsi que la courbe de la caractéristique de sortie. Il est donc essentiel de bien choisir RB et VBB pour que la courbe de la caractéristique de sortie chevauche la zone linéaire au maximum. Ensuite, on trace la droite de charge statique et on ajuste RC et VCC pour que le point de fonctionnement soit bien dans la zone linéaire. Cependant, la détermination du point de fonctionnement par la méthode graphique semble difficile à réaliser puisqu'elle nécessite des expérimentations pour obtenir les courbes de la caractéristique d'entrée et de sortie, représentées ici en rouge. C'est pourquoi nous utilisons les méthodes analytiques suivantes pour fixer le point de fonctionnement dans la zone linéaire. La première méthode utilisée est appelée polarisation par résistance de base. Le circuit correspondant n'utilise qu'une seule source de tension. Il est représenté sous forme de ce schéma équivalent simplifié. Alors pour estimer le point de fonctionnement du transistor, nous partons de l'hypothèse qu'il est en mode linéaire. Dans ce mode,
La tension VBE est égale à 0,7 volts et IC égale à bêta fois IB. La maille d'entrée nous permet d'écrire VBE plus RBIB égale à VCC, ce qui donne IB égale à VCC moins VBE sur RB. Et en utilisant la relation IC égale à bêta IB, on déduit l'expression de IC qui est égale à bêta fois VCE moins VBE sur RB. On passe à la maille de sortie. Nous avons VCE égale à VCC moins RCIC. Et en substituant l'expression de IC, nous pouvons déterminer le point de fonctionnement P. Maintenant, il faut vérifier si l'hypothèse de départ est correcte, c'est-à-dire si le point de fonctionnement P se trouve bien dans la zone linéaire. Ceci est vrai lorsque VCE0 est comprise entre VCE-SAT et VCC. Il convient de noter que le point de fonctionnement P dépend de bêta. Cependant, ce gain en courant varie d'un transistor à l'autre, bien que la référence soit la même, et il varie fortement en fonction de la température. Avec un tel montage, le point de fonctionnement du transistor n'est pas stable. Prenons l'exemple numérique suivant. Les valeurs de IC0 et VCE0 sont calculées à deux températures différentes. À 25 degrés, bêta prend la valeur 100 et à 75 degrés, bêta augmente à 150. Donc une variation relative de bêta de 50% induit une variation de IC et VCE de 50%. Le montage suivant, appelé montage de polarisation par réaction d'émetteur, représente une première tentative de compensation de l'augmentation de bêta. Une résistance est ajoutée dans l'émetteur, ce qui modifie l'équation de la maille d'entrée. VCC égale à REIE plus VBE plus RBIB. Avec IE égale à IC plus IB, et en prenant bêta plus 1 égale à bêta, nous pouvons déduire IB, et à partir de la relation IC égale à bêta fois IB, nous pouvons déduire IC0. Du côté de la maille de sortie, VCE égale à VCC moins RC plus RE fois IC0. Pour que IC0 soit indépendant de la variation de bêta et donc une bonne stabilité du point de fonctionnement, la valeur de RE doit être aussi grande que possible. Dans ce cas, IC0 égale à VCC moins VBE sur RE. Passons maintenant au montage de polarisation le plus utilisé, le montage par pont diviseur. Ainsi, pour trouver facilement le courant de base IB, le pont constitué de RB1, RB2 et VCC est remplacé par son modèle de Thevenin, où R Thevenin égale à RB1, RB2 sur RB1 plus RB2, et V Thevenin égale à RB2 sur RB1 plus RB2 fois VCC. La loi de maille en entrée nous permet d'écrire V Thevenin moins R Thevenin IB égale à REIE plus VBE, et en prenant IE égale à bêta IB, nous pouvons déduire IB puis IC0. La maille de sortie nous donne VCE0. En choisissant R Thevenin sur bêta suffisamment faible devant RE, alors IC0 devient pratiquement insensible à bêta. Dans ce cas, le point de polarisation est stable en température et les transistors sont interchangeables. Nous pouvons vérifier la stabilité du point de polarisation grâce à l'exemple numérique suivant. Nous constatons que le changement de la valeur de bêta de 50% n'influence pas beaucoup les valeurs de IC et VCE0. L'étude de polarisation, également connue sous le nom d'étude statique, est essentielle pour déterminer le point de fonctionnement et ainsi de placer le transistor dans sa zone linéaire. L'étude dynamique se concentre sur la réponse du transistor au signe électrique variable. Rendez-vous alors à la prochaine vidéo pour en savoir plus. À bientôt!